recherche, sur le plan du traitement étiologique, il n'y a pas de consensus. Il n'y aura pas de consensus. Le remdesivir est utilisé aux États-Unis, mais banni pratiquement dans le reste du monde. L'ivermectine est utilisé par certains médecins, en France, par exemple, en Afrique du Sud, pas par d'autres. L'hydroxychloroquine, l'azithromycine est utilisée à peu près dans 13 pays, pas dans les autres pays, etc. Donc, devant cette situation, dû au fait que les résultats sont discordants, nous, ce que nous pouvons faire, c'est nous baser sur nos propres résultats. Et c'est ce que nous avons fait depuis le début. Avec 3 analyses intermédiaires, nous avons toujours trouvé l'association hydroxychloroquine et azithromycine efficace. Nous avons fait une dernière analyse sur un millier de malades qui montrait que la proportion de malades qui sortaient à J15 d'hospitalisation était plus élevée lorsqu'il y avait prise de cette association. Et c'est important parce que si vous gagnez même 1 jour de plus, ou 2 jours de plus, ou 3 jours de plus, c'est des milliards de francs gagnés dans le cadre d'une épidémie. C'est éviter la surcharge du système de santé. Cette surcharge va augmenter le délai d'attente des patients qui doivent être hospitalisés et par conséquent la mortalité. De toute façon, nous avons trouvé cette association efficace et bien tolérée et nous allons continuer en espérant trouver mieux, parce que quand on fait un traitement, on doit toujours essayer de travailler pour aller plus loin. Donc, nous nous sommes rendus compte assez rapidement quand même que cette association était plus efficace chez les patients qui n'avaient pas encore de complications, chez les patients qui n'étaient pas graves, qui n'étaient pas sévères. C'est pour cela que nous nous sommes rapidement intéressés à un autre produit, le nafamostat, qui est anticoagulant, immunomodulateur, anti-inflammatoire et qui a une action antivirale in vitro 100 fois plus efficace que le remdesivir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sera plus efficace in vivo, c'est-à-dire quand on l'administre chez l'homme. Donc il faut faire un projet de recherche pour cela. Donc le projet est en cours, nous ne savons pas exactement ce que ça va donner. Mais je dois mentionner très clairement que toutes les recherches que nous faisons sur la COVID-19, nous le faisons avec l'Institut Pasteur de Dakar, qui est en même temps le promoteur, c'est-à-dire, entre autres, qui finance ces projets de recherche. Et un projet de recherche, ça coûte très très cher, c'est une collaboration dont je suis très heureux, surtout que, je n'ai pas honte de le dire, je ne suis pas gêné de le dire, c'est qu'il y a le respect de la transparence, de l'éthique, de la sincérité dans les relations. Tout le monde le sait, même si je ne le dis pas, mais il ne me viendra jamais à l'idée de bâtir une collaboration qui n'est pas bâtie sur des faits. Donc, nous faisons des études en respectant toutes les règles au niveau mondial. Donc, collaboration entre nous, et même si nous devons collaborer avec l'étranger, je pense que ça, c'est à développer. Alors, sur le plan de la communication, pour moi, la communication a été bonne. Ça, c'est quelque chose qu'il faut admettre. Mais, vous savez, quand il y a des épidémies, c'est comme si les gens deviennent parfois, je vais être peut-être excessif, un peu fou. Voilà. Vous voyez des gens qui disent, oui, rien n'a été bon dans la communication. Zéro. Depuis le début, etc. Vous imposez, vous les médecins, la manière de communiquer, pas la manière de vous imposez des choses. Vous faites ceci, il ne faut rien imposer aux gens. Et ceux qui le disent, après ils vous disent, voilà comment il faut communiquer. Vous dites qu'il ne faut pas imposer la manière de voici. Non, il n'y a pas qu'une seule manière de communiquer. Il y a plusieurs manières de communiquer. Et la chose la plus importante, je l'ai toujours dit et je le répète, dans une communication, c'est la véracité et la sincérité. C'est ça, la véracité et la sincérité. Il peut arriver que les mêmes paroles rassurent une personne et effraient une autre personne. Mais il ne faut pas rester dans le mensonge. Il ne faut pas dire que la COVID-19, c'est une maladie grave. Parce que ça tue peu de personnes en règle générale. Mais si le nombre de cas augmente, même si on vous dit que la létalité est de 2%, ça fait beaucoup de morts. Donc, c'est une maladie bénigne en règle générale. Ça, c'est la vérité. Parce que la plupart des personnes guérissent. Mais c'est une maladie sérieuse parce que ça tue quand même beaucoup de monde au final. Il y a des conséquences quand même catastrophiques. Il faut dire ce qu'il y a. Donc, c'est ça. Quand vous parlez, on vous dit oui, vous appelez les gens. Ou bien on vous dit non, vous les rassurez, il faut les faire peur. Non, on n'a pas à faire peur aux autres. Il faut dire ce qu'il y a à dire. Et je pense que le ministère a bien communiqué sur la question. Maintenant, il y a sur les réseaux
etc. D'autres fake news qui circulent. Et là, nous, on a des malades à soigner. On ne peut pas tout le temps revenir dans les médias pour parler. S'il y avait beaucoup de malades, s'il y avait une troisième vague, vous ne me gérez même pas aujourd'hui, on aurait annulé certainement cette réunion-là. Donc, ça, c'est un problème qui est là, mais la communication, moi, c'est globalement bien fait. De manière globale, il faut remarquer que l'expérience de la gestion des épidémies de maladies à virus Ebola nous a été très utile. Nous avons géré un cas ici à Dakar, c'est vrai, mais nos collègues étaient dans la sous-région. Donc, on était à gérer des cas d'épidémie au Libéria, au Congo. Donc, ce n'est pas l'expérience uniquement dakaroise, mais l'expérience au niveau de la sous-région. Et ce n'est pas seulement les médecins, mais aussi les infirmiers. Alors, pour résumer un peu, de mon point de vue, les raisons du succès dans la gestion de cette première vague, mais là encore, ce n'est pas le Sénégal qui le dit, hein, c'est un organisme indépendant. Il y a eu la volonté politique ferme et les mesures fortes. Vous savez, pour réussir à lutter contre une épidémie, il faut une volonté politique, ça c'est important. Il faut l'engagement des professionnels de santé, il faut aussi un engagement communautaire, ça c'est le minimum. Je me rappelle, lors de la première réunion au palais de la République, c'est vrai qu'on ne peut pas tout dire d'une réunion de hauts responsables, mais il y a certaines choses, moi je donne la liberté de le dire, parce que c'est important de prouver ce que l'on dit. Alors le président a dit devant tout le monde, pour ce veille, moi je salue la présence, le décret d'examination était là-bas, ça était là-bas, tout était là-bas. Il a dit qu'il n'y a pas de problème de moyens, il n'y a pas de problème d'argent. Demandez ce que vous voulez, vous l'aurez. L'essentiel, c'est de faire le travail. Et ce n'est pas la seule fois. Pour les vaccins, le décret de la prévention est là. Quand on a voulu se baser sur l'initiative COVAX. Mais c'est le président qui a dit pourquoi vous voulez attendre COVAX. Il faut attendre COVAX, mais en même temps, il faut trouver d'autres moyens. Il faut acheter les vaccins. C'est ainsi que les premiers vaccins qui sont venus ont été achetés. Donc ça, c'est des faits. La volonté politique, elle est là. Et ça a été très capital, très déterminant. Il y a aussi des mesures fortes. Parmi ces mesures fortes, la fermeture des établissements de soins du public. Il y a la fermeture des écoles, la fermeture des universités. Vraiment, tous les établissements qui recevaient beaucoup de public ont été fermés. L'interdiction des manifestations et des rassemblements. L'état d'urgence avec couvre-feu, le port obligatoire de masque. Et il y a d'autres mesures, mais la volonté politique et les mesures fortes ont été très utiles. Maintenant, vous me direz pourquoi on n'a pas fait ces mesures fortes, on n'a pas appliqué ces mesures fortes dans la deuxième pandémie. Ce qui est bon aujourd'hui dans la lutte contre une pandémie n'est pas forcément bien le lendemain. C'est pour ça que les gens doivent toujours se réunir, discuter, voir quelles mesures sont adoptées. Au début, rappelez-vous, la transmission communautaire était inexistante ou était faible. Dans ce cas, on peut prendre des mesures extrêmement draconiennes pour casser la circulation du virus et régler rapidement le problème. Mais si la pandémie dure plus d'un an avec l'essoufflement de l'économie, avec toutes les autres conséquences, vous ne pouvez pas continuer les mêmes mesures. Si vous le continuez, ça arrive pendant 2 ans. Peut-être qu'il n'y aura pas d'université. Vous allez faire la même année 3 fois, etc. Il y a d'autres conséquences. Et là, le virus étant déjà dans la communauté, il y a des mesures qui n'ont plus de sens. Un jour, on m'a demandé quel est votre avis sur la fermeture de l'université. J'ai dit non. La circulation du virus dans la communauté est telle que si vous fermez l'université, ils vont s'infecter dans la communauté. Au moins, à l'université, il y a un protocole sanitaire qui est appliqué dans la communauté. Ce n'est pas évident que ce protocole sanitaire soit appliqué. Donc, il n'y a pas de contradiction. Il faut quand même pouvoir changer en fonction de la situation. Tout simplement, il faut argumenter et expliquer les décisions. En tout cas, au début, c'était de bonnes décisions. Après, bon, ça peut ne pas être de bonnes décisions. Et une décision bonne en France peut ne pas l'être ici. Il faut réfléchir, analyser avant de décider. Il y a l'expérience de la gestion des cas de maladie à virus Ebola qui a aidé. La décentralisation rapide de la prise en charge des laboratoires, la décentralisation du management. À Dakar, c'est le Comité national de gestion des épidémies. Mais dans les régions, il y a les comités régionaux de gestion des épidémies. Et tu me rends compte moi-même de l'immense travail
que ces comités faisaient quand j'ai fait ma première à Tamba, à Ziguinchor et à Konda. Et ils travaillent de concert avec les médecins régionaux. Et au niveau des préfectures et des sous-préfectures, les préfets et les sous-préfets travaillent aussi en collaboration avec les médecins de district. Cette décentralisation du management est aussi très importante pour aller vite et agir vite. La formation par immersion et mentoring a aidé dans la réussite, la lutte contre le premier vague. La cohésion nationale. Alors, toutes les décisions étaient unanimement acceptées. Il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Je pense que le Sénégal n'a jamais été aussi uni dans les filières. Tout ça, ça a aidé. Ça, c'est en tout cas mon point de vue personnel, et puis on pourra en discuter librement, comme je le dis. Dans une université, les opinions peuvent être diverses et variées, et il ne faut pas hésiter à dire ce que vous pensez de cela. Par contre, pour la deuxième vague, ce n'est pas un échec. Non, pas du tout. Parce qu'on voit comment la situation a évolué. Mais le succès a été moins franc. Si nous avons accepté d'être classé deuxième au niveau mondial, si maintenant on n'est pas classé parmi les premiers en Afrique, nous devons aussi l'accepter, l'assumer, en tirer les conséquences. Donc, vous voyez, c'est le Rwanda, c'est la Tunisie, c'est le Togo. Et pour nous, on n'a pas été classé au niveau du poste. Je pense qu'il y a la réforme au niveau de l'organisation et des changements de procédure. Parce que quand on fait une réforme, on change de procédure, il faut un temps d'adaptation. Il y a eu cela de mon point de vue. Le résultat des CT, ça, on a tapé. Moi, je me rappelle, quand j'ai alerté sur le retour des CT, c'est 4 semaines après qu'on a ouvert le premier CT. Alors que le nombre de cas augmente. On n'a pas été rapide comme la première. Bon, peut-être qu'on a fait un peu de l'autosatisfaction du fait des possibilités qu'on avait, mais on n'a pas été très réactif. Mais il y a des cas qui ne dépendent pas aussi de nous, notamment le nombre de cas graves qui a beaucoup augmenté. Je pense que ça, le professeur B faut le confirmer. Il y a le relâchement de la population, la communication inadaptée, intempestive, et aussi le rôle des réseaux sociaux. Souvent, un jour, quelqu'un m'a appelé pour me dire, professeur Seydi, je suis vraiment désolé. Donc, il a envoyé quelqu'un pour dire, il faut dire au professeur Seydi, je suis désolé de ce que tel a dit concernant les médecins ou concernant, etc. J'ai dit non, c'est la liberté. C'est la liberté. Lui, il est libre de voir qui inviter, qui n'a pas invité. Parce que certains vous diront, oui, quand vous invitez quelqu'un, il faut inviter les spécialistes. Le journaliste, il est libre. On ne peut pas, on ne doit pas, de mon point de vue en tout cas, critiquer un journaliste sur le choix de son invité. Seulement, il faut comprendre que nous, spécialistes, nous avons tellement de charge de travail qu'on ne va pas perdre notre temps à revenir chaque fois dans les médias pour corriger ou pour rectifier. Pour ma part, quand je fais un discours, j'en ai terminé. Tant qu'il n'y a pas de changement, je ne reviens pas là-dessus. Et j'ai l'habitude de dire à mes amis journalistes qui ont joué un rôle fondamental d'ailleurs dans ce but, c'est le lieu de vraiment les remercier et les féliciter, que j'entre en confinement médiatique. Quand je fais deux challenges, j'entre en confinement médiatique. Parce qu'on a toutes choses à régler, hein, ça il faut le savoir. Alors, donc, je pense qu'il y a cela. Il y a la fissure au niveau de l'union sacrée de départ. Vous voyez, au départ, si je prends seulement l'exemple des religieux, tout le monde a fait la même chose, mais après, c'était des oui. Quel groupe a fait sa manifestation? Donc, nous aussi, nous avons fait notre manifestation. Vous voyez comment les réactions ont commencé à changer. Il y a l'opposition des populations aux mesures étatiques. Je pense que ça, c'est des éléments, en tout cas, moi, que ma réflexion m'a imposé de vous dire en toute franchise, en toute sincérité, et chacun donnera son avis lors des échanges. Il faut prendre compte, il faut tenir compte des succès et des échecs de la pratique, mais il faut tenir compte aussi des succès obtenus dans le relèvement des défis ou non obtenus dans le relèvement de ces défis. Concernant les défis sur le plan organisationnel,
nous les avons relevés en majeure partie. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a pu mettre très rapidement en place un système de riposte efficace, a mis en place une coordination des opérations à tous les niveaux, et au niveau des hôpitaux, il a également été mis en place des comités de pilotage, des comités cliniques. Les gens se réunissaient tous les matins pour faire le point et voir qu'est-ce qu'il fallait améliorer dans la prise en charge des malades à l'hôpital. Le suivi des recommandations a été effectif dans les centres de traitement. Mais en dehors des centres de traitement, il faut avouer qu'il y a eu parfois des comportements abusifs et parfois dangereux. Vous savez, la corticothérapie, on l'a prescrit quand il y a une atteinte pulmonaire ou devant une forme sévère. Mais nous avons vu, je ne suis pas le seul, mais tous les médecins que vous le dites, quelqu'un qui a parfois une Covid sans atteinte pulmonaire, on lui prescrit des corticoïdes, on lui prescrit 4, 5, 6 médicaments. Vraiment, ces excès ont existé, peut-être du fait de l'angoisse. Je pense que globalement, les défis du point de vue organisationnel ont été relevés. Du point de vue des ressources humaines, un travail immense a permis d'identifier les besoins en ressources humaines. Et là, c'est le lieu de saluer tout le groupe opérationnel, les efforts du groupe opérationnel qui ont travaillé avec le niveau central, le CIS avec Dr Rousseau et son équipe. Les 2 points focaux que j'avais désignés aussi, points focaux de professeur Moussa Seydi, puisque non officiel pour le ministère de la Santé, mais malgré le manque de notes officielles, ce sont 2 personnes qui ont fait le tour du Sénégal. Toutes les villes du Sénégal qui ont aidé à ouvrir 98% de centres de traitement des équipes. Docteur Ray Asetola et colonel Passabro. Tout le Sénégal, un travail immense, colossal. Ensuite, il y a eu, pour qu'il se repose un peu, j'ai pris le professeur Viviane, professeur Daïka. Voilà. Le manque de notes officielles ne diminue en rien la qualité et l'importance du travail que ces personnes ont abattu. Donc, oui, les ressources humaines étaient là disponibles. Et ils ont fait des sacrifices bénévolement. Ils ont fait vraiment le maximum. En tout cas, moi, je suis entièrement satisfait de l'équipe de prise en charge. Quant au ratio qui est recommandé au niveau mondial par l'OMS, comme je l'ai dit, voilà, on ne doit pas l'exiger parce qu'on ne pourra pas la respecter. Il faut que tout le monde continue de faire des sacrifices. C'est ça la vérité, c'est ça qui doit être. Mais il faut que les autorités centrales fassent le nécessaire, le ministère de la Santé, la présidence, mais nous aussi, nous devons faire des efforts. Ça a toujours été ma philosophie. Le centre des maladies infectieuses que j'ai eu à diriger, à construire, etc., avec l'aide du chef de l'État, des Américains et tout. C'est une initiative personnelle et, alhamdoulilah, les résultats sont là. Je pense que chacun doit accepter de faire des sacrifices, de voir qu'est-ce qu'il peut faire avec le peu de moyens qu'il a. Le niveau central doit faire des efforts, mais nous aussi, nous devons arrêter tout le temps de nous plaindre, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, etc. On doit essayer de faire le maximum possible et ne rien attendre en contrepartie, c'est inévitable. La formation s'est déroulée convenablement. La répartition des ressources humaines dans les différents CTE a été satisfaisante pour moi. Peut-être qu'à l'intérieur du pays, je suis moins bien outillé pour dire ce qui s'y passe. Je sais tout simplement que l'intérieur du pays est défavorisé par rapport à Dakar, sur le plan de certains types d'équipements, sur le plan de certains types de spécialistes, notamment en réanimateur. C'est vrai que ce n'est pas facile d'avoir des réanimateurs partout, mais ça, c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir. Je crois que c'est très, très, très important d'avoir des réanimateurs partout. Et je le disais l'autre jour au directeur du Sommet national, la médecine, c'est d'abord l'urgence. Quand quelqu'un a le temps de venir prendre un rendez-vous et d'attendre. Oui, ça peut poser des soucis, mais à court, moyen et long terme. Mais quand il y a un risque vital, c'est immédiatement qu'il faut agir. C'est très bien, par exemple, que le SAMU national soit bien déployé partout au Sénégal avec les moyens qu'il faut agir rapidement. Il faut aussi que les services d'urgence fonctionnent correctement. Ça, c'est important. Il arrive parfois que les gens amènent une urgence complètement des enfants. Ils ne savent
l'hémodensimétrie, on pouvait faire des examens sanguins, on pouvait faire tout ça. Mais ce n'est pas le cas partout. Il y a des hôpitaux qui ne pouvaient pas faire la hémodensimétrie. Je pense qu'il faut que ces examens soient disponibles, mais surtout que le personnel puisse être formé, préparé à faire des examens complémentaires en cas d'épidémie. Enfin, nous le prenons ces jamais possible. Et dans d'autres hôpitaux, même quand on prélèvement venait d'un patient atteint de Covid, le prélèvement n'était pas examiné. La mise à niveau du système de santé. Alors c'est incontournable. C'est absolument incontournable. Ce n'est pas impossible. Ça, c'est un point de vue du profane, de quelqu'un qui ne connaît rien à la politique. Mais je dis qu'il y a deux choses, deux éléments sur lesquels le Sénégal peut se reposer. L'enseignement et la santé. Moi, je suis convaincu que sur le plan de l'enseignement, on a déjà. Vous êtes dans certains pays en Afrique, si vous dites que vous avez eu votre diplôme à Dakar, c'est comme si vous l'avez eu aux États-Unis. Donc, on peut profiter de cette réputation du Sénégal et développer l'enseignement le maximum possible, la normer et avoir le maximum de rigueur. Pour la prise en charge, c'est pareil. Les gens viennent se soigner ici parce qu'ils ont confiance en nous. Nous devons mettre notre système à niveau. Je discutais hier sur moi, j'ai appelé le président du conseil d'administration de l'hôpital en disant que moi, je souhaite même que le CIMIC ait la certification ISO. Ça ne s'est jamais vu pour un service public, mais c'est ça que je veux. Et je vais aller, Inch'Allah, vers cette voie-là. Il faut qu'on essaie de montrer aussi à la part de moi que l'excellence, ce n'est pas uniquement dans le privé, c'est dans le privé et dans le public. Et ça doit être à niveau égal, ce qui fait que la personne peut choisir. Vous voyez des gens qui sont malades, du fait du manque de confort, ils prennent l'avion, ils vont en Europe. Et tout ça, c'est du temps perdu pour eux, c'est de l'argent dépensé pour eux, et c'est de l'argent aussi perdu pour le Sénégal. Je pense que c'est deux volets qu'on doit faire le maximum. Et être aussi intransigeant sur le fonctionnement de ces centres. Je me rappelle depuis 20 ans, 30 ans, chaque fois on parle du problème de l'accueil dans les structures de santé. On en parle et on passe. Imaginez quelqu'un qui tombe malade, qui vient à l'hôpital qui n'est pas bien accueilli. Ce problème de notre de personnes vous diront que je n'ai pas été bien accueilli. Ce problème de l'accueil. Donc, nous devons tout faire pour avoir un système de santé performant. Chacun doit essayer de le faire là où il est. Mais c'est pas de le faire là où il faut le faire, le service national, et puis dans l'autre, moi je suis convaincu qu'on peut améliorer notre système de santé et qu'il faut le mettre à niveau. Parce que quand il est bien surveillé, même ceux qui ont les moyens ne pourront pas sortir du territoire pour aller se soigner ailleurs. Je pense que là, on a beaucoup d'efforts à faire sur la mise à niveau du système de santé. Un autre point qui me tient à cœur et sur lequel moi je réfléchis depuis une décennie, c'est l'informatisation des dossiers patients. Ça, on a un retard énorme, inacceptable. Franchement, inacceptable. Monsieur le directeur, là, je l'ai promis, je l'ai envoyé dans mon projet dans lequel c'était pour informatiser le système de santé, notre système au niveau des maladies invisibles en utilisant de l'intelligence artificielle et tout ça. La résultat. Voilà, parfois, si les choses sont très lentes au niveau central, nous, au niveau périphérique, on doit faire quelque chose pour faire avancer les choses. Je crois qu'à ce niveau, il ne doit pas attendre qu'il y ait des difficultés. On doit se battre par rapport à ça. Nous avons eu la chance d'avoir un dossier informatisé, d'avoir le logiciel parcours disponible. On a pu avoir des outils de robotique de données, la mise en réseau des systèmes d'information au niveau de l'hôpital entre le CPE, de l'avocat et l'imaginaire. Chez vous, vous pouvez savoir ce qui se passe dans le centre. Quel malade est hospitalisé vous? Qu'est-ce qu'il a pris sur le traitement? Est-ce que le traitement est fait? C'est vraiment très commode. Dans le cadre de l'initiative citoyenne dans le corona, j'en profite pour remercier M. Thiam, qui a beaucoup fait par rapport à ça. Mais il faut aller vers ça et aller très très vite vers ça. On ne peut plus continuer à gérer les dossiers sur des papiers qui se traitent. Comme on l'a vu ici, on ne doit
ça, c'est un défi, par contre, qui n'a pas été relevé et que nous devons absolument relever. Alors, après avoir parlé de tout ce qui s'est passé dans mon premier degré, de ce qu'il faut retenir, mon action positive, mon action améliorée, j'en viens à la proposition d'action pour une meilleure résilience de l'épidémie. Ce ne peut pas être une proposition exhaustive, mais quelques idées qui seront ouvertes de discussion. Au niveau de la coordination, il faut améliorer la coordination de l'organisation, officialiser les modifications dans le système de réponse syriana. Il faut installer des centres de traitement des épidémies au nord dans toutes les régions. Et ces centres peuvent être utilisés pour d'autres pathologies, en dehors des épidémies. Mais s'il y a une épidémie, on doit immédiatement les réquisitionner. J'ai discuté avec le professeur Kano l'autre jour en disant que oui, le service de réanimation polyvalente, c'est obligatoire qu'on lui donne ce service-là. On doit lui créer ce service. Parce qu'il a un service de réanimation polyvalente. Moi, je peux avoir des malades là-bas. Le neurochirurgien peut avoir ses malades là-bas. Le pneumologue peut avoir ses malades là-bas. Mais en cas d'épidémie, tous ces malades peuvent être récupérés par le service biologique. Et lui, il pourra utiliser ce service de réanimation pour ceux qui sont atteints de Covid-19 ou s'il s'agit d'une autre pathologie. Ça, c'est important qu'on puisse vraiment installer des centres de traitement des épidémies qu'on peut utiliser pour autre chose, mais qu'on peut immédiatement récupérer quand il y a l'épidémie. Même au niveau de la réanimation, on ne peut pas le faire partout, mais on peut le faire dans certaines zones. Mettre en place des équipes d'intervention rapide, augmenter les capacités en réanimation. Concernant la prise en charge des cas, il faut faire une formation médicale continue des praticiens pour la gestion des épidémies. Dans certains pays, le médecin est obligé de faire un certain nombre de formations médicales par an. Au Sénégal, il ne me semble pas que ce soit encore obligatoire, en tout cas, je n'ai pas l'information. On pourrait choisir un certain nombre de thèmes, et parmi ces thèmes, cette formation médicale continue, parce que c'est toujours bien, quand il y a une épidémie, il y ait au moins dans chaque zone quelqu'un qui soit prêt à faire face. Parce que l'épidémie peut démarrer à Tambacounda, peut démarrer à Ziguinchor et ailleurs. Il faut renforcer la surveillance dans la prise en charge à domicile. Impliquer évidemment les districts de santé. Mettre en place des essais cliniques thérapeutiques de vaccinaux. Alors, mettre en place un essai clinique, ça nécessite beaucoup de moyens. Ça, c'est beaucoup d'argent, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Le promoteur qui est là, qui a beaucoup d'argent, ne le niera pas. Donc, il faut trouver un système qui permet de financer ces essais cliniques. Parce que les essais cliniques, c'est quoi? C'est pour améliorer la prise en charge des malades.
améliorer